Ou madame, on vous donne un numéro WhatsApp, vous l'envoyez là-bas et nous on le met dans le classroom. Je suis en train de voir mon écran. Oui, 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 on voit votre écran. Oui. Vous êtes en train de voir la page. Oui, 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 on le voit. Voilà, donc en attendant la pause, je vais commenter après. Je vais essayer de voir le problème pour le régler. Donc, on va d'abord commencer par vous initier par vous familiariser avec le processus d'élaboration du mémoire. Donc, un étudiant remarque il faut voir que 5 étapes. Et il y a des prérequis, des prédispositions à prendre pour que cette étape se passe bien. Parce que si l'une des étapes ne se passe pas bien, si l'étudiant n'avance, c'est parce qu'on va évoluer d'étape en étape. On va essayer de compter ces 5 étapes. La première étape, c'est d'abord le choix du sujet et du directeur de recherche. Donc, il ne peut pas y avoir mémoire si au préalable, il n'y a pas de sujet, parce que c'est sur ce sujet que l'étudiant doit faire ses recherches, et l'étudiant ne peut pas commencer son travail s'il n'a pas de directeur de recherche. Donc, première étape, c'est le choix du sujet et du directeur de recherche. Donc, je ne sais pas si c'est déjà fait ou pas, mais je pense que même si ce n'est pas fait, ça va se faire incessamment. Est-ce que vous avez reçu de l'administration une liste de sujets? Pas encore. Et madame, Pas encore. vous pouvez un peu approfondir sur la personne du directeur de recherche. Je n'ai pas trop compris son rôle. Non, regardez, monsieur Diallo. Monsieur Diallo. Oui, Exilé Diallo. oui. Voilà, vous m'écoutez. C'est-à-dire, vous parlez moins. C'est moi le prof. Tu prends trop la parole. Tu monopolises la parole encore en profondeur. Là, je suis en train d'énumérer. Après avoir énuméré le processus, c'est à ce moment qu'on va rentrer dans le cours. Et dans le cours, vous aurez toutes les explications. Vous ne pouvez pas chaque minute parler, chaque minute parler, chaque minute parler. Sinon, le cours ne va pas se dérouler dans les meilleures conditions. Je suis en train de lire le processus. Et après, il y aura un approfondissement. C'est l'approfondissement qui va constituer le cours. Merci de me laisser me concentrer un peu. Prenez la parole. Voilà, donc voilà le processus d'élaboration qu'il faudra vous initier. Le processus d'élaboration qu'il faudra connaître au départ pour que le travail commence. Donc, je disais que la première étape, c'est le choix du directeur de recherche. Donc, il faudrait impérativement que vous ayez un sujet, il faudrait impérativement que vous ayez un directeur de recherche. Et comme je l'ai dit, comme le cours a commencé, en général, l'administration veille à ce que vous ayez votre sujet pour pouvoir commencer le travail. Après le choix du sujet et du directeur de recherche, je répète encore, à rentrer dans le détail. Pour le moment, on énonce et on va rentrer dans le détail. Deuxième étape, quand on a un directeur de recherche, quelle étape qui suit maintenant? C'est l'élaboration du plan. C'est la partie la plus difficile pour l'étudiant. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand l'étudiant a le sujet,
il faudrait qu'il ait un plan. Et parfois, l'étudiant attend de recherche, pensant que c'est le directeur de recherche qui vous propose le plan. Le directeur de recherche, lui, il attend l'étudiant pour l'élaboration du plan. Et cette attente-là, ça peut faire perdre du temps à l'étudiant qui peut ne pas être prêt pour la session d'août et de septembre et la session de décembre. Donc, c'est pourquoi cette étape, elle est importante. Comme je le répète, il faudrait d'abord savoir toutes les étapes et après, nous essayons maintenant de vous accompagner pendant toutes ces étapes, c'est-à-dire à vos préoccupations, d'apporter des recommandations, d'apporter des conseils, de vous donner des stratégies qui vous permettront de surmonter toutes les étapes. Après le plan, il y a maintenant la mise en place de stratégies. Donc, vous avez vu, beaucoup de gens pensent que dès que vous avez le sujet, vous devez commencer à rédiger. Alors que non, avant de rédiger, il y a des étapes à franchir d'abord. Il faut la mise en place d'une stratégie. Vous savez, dans la vie, quand on doit faire quelque chose, quel que soit le poids, de ce qu'on doit faire, il faut qu'on ait une méthode, il faut qu'on ait une stratégie. Quand on a une stratégie, choses, même si elles sont compliquées, elles vont. Si moi j'ai un sujet, j'ai un directeur de recherche, j'ai un plan, maintenant il faut que je mette en place. C'est d'abord de savoir que la première étape par rapport à la stratégie, c'est d'abord la recherche. Donc, j'ai un sujet, j'ai un directeur de recherche, je dois d'abord faire la recherche. Parce que si vous n'avez pas de recherche, si vous n'avez pas d'informations, si vous n'avez pas de données, vous n'aurez pas de quoi écrire. C'est pour dans la première étape, la recherche. Mais un étudiant qui est en troisième année, qui n'a jamais fait de mémoire, parfois même qui n'a jamais fait de mémoire, il peut ne pas savoir comment on fait des recherches. La recherche, qu'on appelle trois techniques d'investigation. Ou bien technique d'investigation, c'est quoi? C'est les méthodes. C'est avec quoi je vais trouver des données, avec quoi j'aurai des informations. Et les trois techniques d'investigation que la science met à votre disposition, c'est la recherche documentaire, c'est l'enquête et l'observation. À part ces trois techniques, aucune autre technique n'est acceptée dans la rédaction du mémoire. Donc, il faut la recherche documentaire. La recherche documentaire, c'est quoi? C'est quand l'étudiant était déjà rédigé pour pouvoir rédiger, pour pouvoir prendre des informations. Oui. Excusez-moi, mais on vous entend pas. Oui. Il y a des coupures. Il y a des coupures. On vous entend pas, madame. Il y a tout le temps des coupures. On vous entend pas exactement. C'est compliqué là, mais qu'est-ce que je peux? Ça va maintenant? Siré, attention, dégg nga defal ndànk si prof. Attention, pourquoi? On est en classe, je me dois de prendre la parole de votre prof. Ça plaît à la personne, ça me plaît à la personne professionnelle. Regardez, vous pouvez m'écouter là. Oui, on t'entend. Oui, allez-y. Voilà. On n'est pas tous sur les mêmes fréquences. Donc ça varie. Ah oui, on t'entend mal. Voilà. Les réseaux se varient selon les endroits. Il y a des autres qui m'entendent, il n'y a pas qui m'entendent pas quoi. Donc la dame là, elle va faire ce qu'elle a à faire quoi. On a qu'à suivre. Parce qu'on est trop nombreux dans le groupe même quoi. Mais il faut qu'on trouve le sujet et puis voilà, on va se concentrer sur tout. Mais pour dire que non, on s'entend ou on s'entend pas, c'est vraiment compliqué quoi. Mais Valérie, moi je pense que les explications c'est mieux, on peut bien suivre, mais s'il n'y a pas les explications, ça sert à rien alors. Mais le réseau, mon frère, le réseau n'est pas, en fait, le réseau n'est pas, comment dire, on n'est pas tous sur les mêmes fréquences. Mais frère, le but du cours, c'est de comprendre. Si on ne comprend pas, la personne ne sert à quoi?
On le sait, qu'il déroule son cours, mais à la fin, il ne Mais, comprend rien. Ça ne sert à quoi. Siré, nous, on a déjà Les fait fréquences, avec c'est cette pas des dame. fréquences. Donc, si on dit c'est parce que papa, il agit d'une façon. Moi, Loldan, il est comme ça. Il faut comprendre. Voilà. C'est les fréquences, c'est tout. Amina, Comprenez. C'est le réseau. Actuellement, je passe certains montants pas. Donc, c'est aussi ce qu'elle fait. Elle partage le coup, il y a le réseau, tu vois. Parfois, elle parle, moi, je l'entends parfois, je l'entends pas aussi. C'est ce que tout le monde se fait actuellement. On va faire comment? On trouve seulement le fichier du cours. On va faire des recherches, c'est tout. On peut pas. frère, c'est pourquoi elle devrait enregistrer. Si elle enregistre, même s'il y a des Le but d'un coupures, cours, c'est de comprendre. on On ne peut pas juste entendra ce être qu'elle là et dira, puis, tu vois. genre, juste prendre le truc Regardez. et puis aller revoir. Nous, on n'a jamais eu à faire ça avec elle, donc on doit comprendre, au fait. On ne peut pas juste aller prendre le document et puis aller lire comme ça. Les explications, ça compte. Oui, Youssouf, il est là, vous avez totalement raison, sinon on ne fait pas quoi, on y est. Frère, si on est là, on doit comprendre. Ouais, Si d'accord, on ne moi comprend je pas, promets. pas la Je peine. promets. Demain, je vais faire enregistrer la vidéo. Et je partage à tout le monde. Demain, je peux le faire pour moi. Je peux le faire Frère, pour même moi. si tu l'enregistres, tu vois, le problème, c'est si toi tu l'enregistres, les coupures là, il y aura coupure au niveau de la vidéo. Actuellement, nous, moi j'enregistre, Youssouf enregistre, mais il y aura coupure là dans les vidéos. C'est ça, c'est le réseau. À qui la faute? Si c'est le réseau, à qui la faute? C'est pourquoi elle devrait enregistrer, elle, si c'est elle qui enregistre. Le Cyril, moi je pense que Valérie a interrompu d'abord la dame en train de faire son cours pour parler du réseau. C'est vrai que tous on a des problèmes d'écoute. Mais à milieu se débat jusqu'à un niveau où la dame ne peut plus expliquer son cours. Là, ça, c'est pas un... C'était pas Valérie, gars. C'était pas Valérie. C'était pas Valérie qui a. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, madame, on vous écoute. Voilà, il faut vous calmer. Il faut vous calmer et être patient. Avec les ennuis techniques, personne n'est responsable. On essaie de trouver des solutions. Tout à l'heure, j'expliquais, on m'a fait savoir qu'il y a des coupures. Donc, j'ai changé. Au lieu de me connecter sur mon ordinateur, maintenant, je me suis connecté sur mon téléphone. Et là, c'est mieux. Oui, madame, on vous écoute parfaitement. Voilà, donc là c'est mieux. Avec le réseau, c'est compliqué, mais on gère, quoi. On patiente et on essaie d'améliorer de plus en plus. Maintenant, j'étais sur le processus d'élaboration du mémoire, les étapes qu'il fallait connaître, surtout parce que parfois on dit à l'étudiant, tu dois faire un mémoire, mais il ne sait même pas par où il faut commencer. C'est pourquoi la connaissance de ce processus est importante, elle est cruciale. Maintenant, d'ici la pause, on va régler le problème de comment on appelle, du partage. Pour le moment, j'explique comme ça, en théorie, le processus d'élaboration du mémoire, parce que comme je me connecte sur mon téléphone, je ne pourrais pas faire le partage. Donc, par rapport au processus, maintenant, je reprends tout le processus parce que je ne sais plus là où ça a coupé et là où ça ne coupe pas. Donc, je vais reprendre. Donc, le processus d'élaboration du mémoire se présente en 5 étapes. La première étape, c'est que l'étudiant ne peut pas commencer le mémoire s'il n'a pas de sujet, s'il n'y a pas de directeur de recherche. Donc, première étape, c'est le choix du sujet et du directeur de recherche. Je reviendrai en profondeur par rapport à la première étape. Deuxième étape, c'est l'élaboration du plan. Donc, ce n'est pas parce que l'étudiant a un sujet qu'il se dise que je vais commencer à rédiger. Non, parce qu'il n'a pas de données, il n'a pas d'informations. C'est comme si quelqu'un se levait un jour, il n'y a rien dans sa cuisine, il n'y a rien dans son frigo et il dit que je vais faire du riz au poisson. Ce n'est pas possible. Pour qu'il fasse du riz au poisson, il faudrait que cette personne, il faut qu'elle se déplace. Pour qu'elle fasse du riz au poisson, il faudrait qu'elle se déplace vers le marché où elle va chercher l'ensemble des condiments, l'ensemble des ingrédients qui lui permettront de faire son riz au poisson. Maintenant, cet acte qu'il va faire quand il quitte chez lui pour aller vers le marché,
c'est cette étape-là qu'on appelle la période de la recherche. C'est la période où l'étudiant doit aller chercher des informations. Donc, quand on a fini d'avoir un sujet, un directeur de recherche, il faut l'élaboration du plan. Je disais tout à l'heure que l'étape 2 est très difficile pour l'étudiant parce que l'étudiant n'a jamais fait ce genre de travail. Il ne sait pas comment, par rapport à un sujet, élaborer un plan pertinent. Et je le dis, toujours ce cours est là pour accompagner l'étudiant, pour répondre à ses interrogations, à ses préoccupations, mais surtout pour surmonter les obstacles. Donc, je vais vous accompagner dans l'élaboration du plan. La deuxième étape, je reviendrai en profondeur. Troisième étape maintenant, c'est la mise en place de stratégies. Il faut apprendre à mettre en place une stratégie, c'est-à-dire planifier ses actes pour ne pas perdre du temps, mais surtout pour progresser. Il faut une première étape, c'est la recherche. Et comment faire maintenant la recherche? On a 3 outils à notre disposition. La science a mis en place 3 techniques qui vous permettent d'avoir des informations fiables. La recherche documentaire, c'est quand l'étudiant va dans une bibliothèque pour lire des mémoires déjà faits. C'est quand l'étudiant va dans une bibliothèque pour lire des ouvrages qui lui permettent d'avoir des informations pour son mémoire. C'est quand l'étudiant fait des recherches sur l'Internet pour avoir des informations. Donc, c'est ça, grosso modo, qu'on appelle la recherche documentaire. La deuxième technique d'investigation, c'est l'enquête. L'enquête, c'est quoi? L'enquête va se faire de 2 manières. Ou bien l'étudiant élabore un questionnaire sur son sujet qu'il distribue à des étudiants, ou bien qu'il distribue à un échantillon qui vont lui apporter des réponses à ces questions, et l'étudiant va se baser sur ces réponses pour pouvoir faire son mémoire. Et c'est ça qu'on appelle l'enquête. Et je vais revenir en profondeur et surtout, je vais vous montrer comment on fait le questionnaire pour une enquête. La deuxième partie, la deuxième option pour l'enquête, c'est le guide d'entretien. Le guide d'entretien, c'est quoi? Le guide d'entretien, c'est quand l'étudiant a un sujet, il a un directeur de recherche, mais il a besoin des informations d'un autre prof, d'un autre spécialiste qui n'est pas son directeur de recherche. Et c'est ça qu'on appelle le guide d'entretien. Le guide d'entretien, c'est quoi? Un étudiant, il a un sujet, il a son directeur de recherche, mais il va voir un spécialiste. Il lui dit, monsieur, est-ce que vous pouvez m'accorder une interview parce que je dois faire un mémoire sur tel sujet dont vous êtes spécialiste. Le prof va lui dire oui, et le jour J, l'étudiant ne va pas attendre le jour J pour chercher les questions qu'il va poser au spécialiste. L'étudiant, dès l'instant où il a l'accord du spécialiste, il va prendre son plan et va transformer ça en question. Par rapport à chaque partie, chaque chapitre, chaque section, chaque sous-section, il va transformer ça en question. Et le jour J, il va demander l'autorisation au spécialiste d'enregistrer la conversation. Donc, l'étudiant pose des questions, le spécialiste répond. L'étudiant pose des questions, le spécialiste répond jusqu'à la fin de toutes les questions. Quand les questions seront épuisées maintenant, l'étudiant va remercier le spécialiste et au moment de faire son mémoire, il va réécouter l'enregistrement, mettre les informations que le spécialiste lui a données. C'est ça qu'on appelle le guide d'entretien. Je vais revenir en profondeur. Et enfin, la troisième technique, c'est l'observation. L'observation, c'est quoi? C'est l'étude de cas. Un étudiant, quand il va choisir un sujet, il va faire une étude de cas. Cette étude de cas lui permet d'avoir des données, des informations, ou bien un étudiant qui est en stage, ou bien un étudiant qui est en entreprise. Ce stage va lui permettre d'avoir des informations par l'observation. Ça, c'est la première étape, c'est-à-dire la recherche. Mais l'étudiant, il ne va pas passer toute l'année à faire de la recherche, tout en sachant que bientôt août va arriver, ou bien bientôt décembre va arriver. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'il s'arrête pour essayer maintenant de voir qu'est-ce qu'il a. Il va passer vers la deuxième étape qu'on appelle le dépouillement. Le dépouillement, c'est quoi? C'est la deuxième étape de la recherche qui consiste à exploiter les informations qu'on a pu recueillir dans la recherche. Parce que si on a fait 2 mois ou bien 3 mois de recherche, il faudrait qu'on regarde qu'est-ce qu'on a obtenu avec les informations qu'on a, comment on va l'utiliser pour faire son mémoire. Est-ce qu'on va prendre toutes les informations ou bien on va prendre certaines et laisser d'autres? Certaines sont plus pertinentes, on les laisse. Certaines sont plus actuelles, on prend les plus actuelles et on laisse les plus anciennes. Donc, c'est là la deuxième étape
qu'on appelle le dépouillement ou l'exploitation des informations en veillant à l'organisation et l'actualisation des données. Après, maintenant, la deuxième étape, maintenant vient la troisième étape. La troisième étape par rapport aux stratégies, c'est la rédaction maintenant. Donc, j'ai un sujet, j'ai un directeur de recherche, j'élabore mon plan. Après, je mets en place des stratégies. Cette stratégie consiste à d'abord faire la recherche, après le dépouillement et enfin la rédaction. Maintenant, cette étape de rédaction, elle est très compliquée parce qu'il faut le respect des normes conventionnelles. Avec le respect des normes conventionnelles, concernant le respect des normes conventionnelles, là, le cours va jouer un rôle important parce qu'il va vous mettre au parfum de l'ensemble des normes conventionnelles qui seront nécessaires pour l'élaboration du mémoire, pour que ce mémoire soit correct dans le fond et dans la forme, pour être accepté. Parce que ne pensez pas que tous les mémoires qui sont rédigés vont être acceptés. Parfois, les mémoires sont rejetés et on dit au propriétaire d'essayer de refaire son document pour que son document soit correct. Avec le respect des normes conventionnelles, il faut savoir que, par exemple, avec quel thème de police il faut écrire. En général, c'est 12. Non, le thème de la police, c'est le Times New Roman. Le thème, c'est Times New Roman. La taille, c'est 12 pour le texte. Le titre, c'est 14. Et non seulement c'est 14, mais c'est aussi en gras. L'interligne, c'est 1,50. Le texte, il faut le justifier. Et j'ai mis 3 points parce que là, je ne fais que citer, mais je vais rentrer en profondeur concernant les normes conventionnelles de rédaction. Le mémoire est composé de 22 pages conventionnelles. Maintenant, attention aux esprits qui comprennent seulement la lettre et qui ne comprennent pas l'esprit. Je n'ai pas dit que le mémoire doit se faire en 22 pages. Non, j'ai dit que dans le mémoire, on doit retrouver 22 pages conventionnelles et on les verra dans le cours. Il faudra aussi maîtriser les règles grammaticales parce que ce n'est pas joli qu'un étudiant à qui on doit délivrer le grade de licence écrive un mémoire truffé de fautes. Donc, le respect des règles grammaticales, le respect des signes de ponctuation. Les signes de ponctuation obéissent à des règles que les étudiants en liage, que les étudiants en multimédia ont eu à faire en première année. Les autres ne l'ont pas fait. Donc, c'est pourquoi quand on en sera à l'étape de la rédaction, je vais mettre dans la plateforme, je vais mettre les 3 premiers chapitres, à savoir les signes de ponctuation. Il faut savoir qu'il y a en français 13 signes de ponctuation qu'il faut impérativement bien utiliser pour avoir un texte correct. Donc, c'est pourquoi toujours au début, j'interroge la classe pour savoir ceux qui ont déjà en première année acquis les règles de rédaction et ceux qui ne l'ont pas fait. Et enfin, non, je dis enfin, après avoir fait, parce que la troisième étape, c'est la mise en place des stratégies avec la recherche, le dépouillement et la rédaction. Maintenant, la quatrième étape, c'est la présentation du mémoire, c'est ce que je disais tout à l'heure, en 22 pages conventionnelles. Maintenant, non seulement il doit y avoir la présence des 22 pages conventionnelles, mais l'ordre de succession doit être respecté. C'est-à-dire, d'abord, on a la page de couverture, c'est-à-dire cette page sur laquelle on a le sujet, cette page sur laquelle on a les noms, le prénom, la filière, le diplôme et beaucoup d'informations concernant le candidat. Après la page de couverture, il y a ce qu'on appelle la page de garde, c'est-à-dire la doublure de la page de couverture. Après, nous avons, comme on appelle, la page de in memoriam. In memoriam, c'est une expression en latine qui signifie à la mémoire de. C'est-à-dire si vous avez des personnes décédées auxquelles vous voulez vraiment accorder une minute de silence, une pensée pieuse, c'est l'occasion. Après, nous avons la dédicace, après les remerciements, etc., etc. Donc, il y a un ordre de succession des pages qui est exigé et que pour le respecter, il faudra le connaître et le cours sera là pour répondre à ça. Et enfin, la dernière étape maintenant, c'est la soutenance. La soutenance, c'est l'acte final de tout le processus. Maintenant, la soutenance, si vous la réussissez, ça veut dire que le processus tout entier est réussi. Mais si vous ratez la soutenance, ça veut dire que tout ce que vous avez fait du début à la fin tombe à l'eau.
Donc, comme la soutenance, c'est un acte final qui doit être réussi, il faudrait une bonne préparation. Il faut... Merci de fermer le micro. Il y a un micro ouvert. Voilà, donc je disais, puisque la soutenance est le dernier acte qui doit clôturer tout le travail qui a été entamé, il faudrait impérativement la réussir. Maintenant, pour réussir la soutenance, il faut impérativement une bonne préparation psychologique, mais aussi une bonne préparation intellectuelle que le cours va vous donner. Donc, mes chers étudiants, à l'étape, quelles vous serez les 5 étapes que vous devez connaître pour que l'évolution de votre travail vraiment soit réussie. Maintenant, bien sûr, quand j'ai énuméré le processus, beaucoup de questions, j'ai éveillé en vous beaucoup de questions, j'ai rajouté aux questions que vous aviez déjà d'autres questions et maintenant le cours sera l'occasion maintenant de répondre à l'ensemble de ces questions. En général, vous prenez la pause à quelle heure? À 19h, madame. 19h. Et là, nous sommes à 19h30. Hein? Oui, madame. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, je vais en profiter. On va prendre la pause maintenant. Comme ça, je vais régler le problème des documents là. Je vais voir réellement le problème, c'est quoi. Je vais en profiter pour faire la prière et régler ce problème. Donc, on se reprend tout à l'heure. OK. À quelle heure? Tout à l'heure. Vous prenez la pause. Vous prenez une pause de combien de minutes d'habitude? 15 minutes. 15. Voilà. Donc, on se retrouve à moins le quart. N'est-ce pas? D'accord, OK. OK, tout à l'heure. Pardon, où est-ce que vous avez envoyé les documents? Je suis en ligne. Madame, vous avez envoyé les documents? Oui. Personne n'a reçu le document. Non, moi, je n'ai pas reçu. Non, c'est de toute façon, il faut... C'est-à-dire, vous n'êtes pas patient. Si, il y a madame, quelqu'un qui m'a... Voilà, vous n'êtes pas patient. On dirait... Cette personne m'a répondu. Il faut être patient. Désolé, madame. Il n'y a pas de souci. Hé, Ali. Ali, j'avais ta nostalgie. Ali, t'es pas gentil, quoi. Tu te cachais derrière là. Tu disais rien. Je suis là, madame. Hein? Je suis là, madame. C'est bon. Voilà. Merci beaucoup, Ali. Je vous en prie. Voilà donc par rapport au document du processus d'élaboration du mémoire que je commentais tout à l'heure avec les 5 étapes. Là, c'est juste une connaissance du processus. S'il vous plaît, madame. Oui. Excusez-moi, est-ce qu'on peut zoomer?
Mais il va vous envoyer le document. Ces classes sont exigeants. S'il vous plaît, désolé, excusez-moi. J'ai mis les supports, les deux supports sur la plateforme. Essayez de voir sur la plateforme. Voilà, donc le processus est là. Première étape, choix du sujet du directeur de recherche. Deuxième étape, élaboration du plan. Troisième, mise en place des stratégies. Avec les trois étapes de la recherche, deuxième étape, le dépouillement. Troisième étape, la rédaction. Après, quatrième étape, présentation du mémoire, c'est-à-dire on va parler des 22 pages conventionnelles et l'ordre de succession de ces pages. Et en cinquième étape, nous allons parler de la soutenance. Donc voilà le déroulé du processus auquel le cours va répondre. Donc Ali, merci de présenter l'autre document. On va commencer, on va rentrer maintenant dans le plein pied du cours pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions que la découverte de ce processus a incité en vous. Maintenant, ce processus, vous devez le revoir. Chaque jour, vous devez le voir. Et surtout, vous devez vous évaluer par rapport à ce processus. On s'est rencontrés aujourd'hui, le 14 février. Donc, à partir du 14 février, vous devez sentir les choses bouger. Déjà, on va faire de telle sorte que l'administration va vous proposer des sujets. Mais vous aussi, si vous avez des sujets, vous essayerez aussi de les proposer pour voir si les sujets sont valides ou pas. Donc, voilà comment s'intitule le cours « Guide de rédaction et de présentation d'un document académique ». Guide de rédaction et de présentation d'un document académique. Donc, voilà le sommaire, comment va s'organiser le cours. D'abord, je vais faire une introduction générale par rapport au cours. Le cours est divisé en 3 grandes parties. Dans la première partie, je parlerai de la définition du mémoire. Puisque vous êtes appelé à étudier un mémoire, il faudrait que vous maîtrisez ce que vous faites. Si on vous réveille à 4 heures du matin pour vous dire qu'est-ce que c'est que le mémoire, vous devez être capable de répondre à cette question de façon précise. Donc, la définition du mémoire, on va parler en profondeur du choix du directeur de recherche, on va parler du choix du sujet et on va parler du choix du plan, c'est-à-dire la première étape du processus. Après, maintenant, ça c'est la première partie. Donc, on va d'abord parler de la définition du mémoire et en deuxième chapitre, le choix du sujet et le choix d'un plan. Dans la deuxième partie, maintenant, nous allons approfondir la stratégie de recherche et les outils d'élaboration du mémoire, c'est-à-dire, on va parler des 3 étapes de la stratégie, mais aussi des techniques d'investigation qui vont vous permettre d'avoir des informations. Enfin, la troisième partie, maintenant, va traiter de la présentation et la soutenance du mémoire. D'abord, dans le chapitre 5, on va parler de la présentation du mémoire en 22 pages conventionnelles. Et enfin, en chapitre 6, on va parler de la soutenance du mémoire. Et après, il y aura une conclusion générale. Donc, voilà le plan, voilà le sommaire du cours. Maintenant, on va commencer par l'introduction générale. Donc, par rapport à l'introduction générale, on va commencer par parler de la recherche. Parce que mes chers étudiants, cette année, vous allez vous initier à la recherche. Oui, normalement, c'est à la 3e année que l'étudiant fait son premier mémoire, mais ce n'est pas la première fois qu'il va faire des recherches. Parce que vous, je vous ai initié à la recherche dès la première année. Hein, surtout Ali et consorts, je vous ai initié à la recherche. Je vous ai donné des thèmes sur lesquels vous avez rédigé. Je vous ai donné des thèmes qui étaient d'actualité et je vous ai demandé de faire des recherches et vous êtes venu présenter ces textes. C'était très compliqué, je me rappelle, et vous êtes arrivés. Donc, la recherche, vous avez été initié depuis. Vous avez eu à faire des exposés, à faire des recherches. Donc, une recherche vise à faire progresser les connaissances humaines
dans un domaine déterminé. Donc, quand on vous demande de faire une recherche sur un sujet, sur un thème, c'est parce que par rapport aux données, par rapport aux résultats que vous aurez, ça va être un apport. Rappelez-vous, je pense qu'on avait parlé de l'utilisation de l'Internet, l'utilisation de l'Internet, les avantages, les inconvénients et les solutions pour une meilleure utilisation. Je m'en rappelle encore. Je pense que c'est cette promotion-là. Hein, Ali? Oui, madame. Je ne vous ai pas entendu, Ali. Vous avez répondu. Oui. Ou bien Ali, ou bien les autres, ils peuvent répondre qui sont de la même promotion. Je pense qu'on avait traité ce thème-là. Hein? Oui, madame, c'était ce sujet-là. Voilà, c'était ce sujet. Je vous avais fatigué, je vous avais malmené, je vous avais maltraité, n'est-ce pas? On s'en rappelle encore. Hein? On s'en rappelle encore, on s'en souvient. Ça, c'est sûr, mais vous allez voir les bénéfices, les avantages. Cette année, ce ne sera pas trop compliqué. Ce sera moins compliqué avec vous qu'avec les autres. Parce que vous avez été initié à la recherche, vous avez été initié surtout à la rédaction, l'organisation des paragraphes, le respect des signes de ponctuation, les 13 signes de ponctuation. Voilà, donc je m'en rappelle bien. Donc, une recherche vise à faire progresser les connaissances humaines dans un domaine déterminé. Elle est conçue comme un apport, une contribution à la production des connaissances. Et le chercheur part du stock de connaissances disponible au moment où il entame sa recherche. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Que ce soit pour ce qui concerne les étudiants qui sont en GEL, les étudiants en GDA, les étudiants en multimédia, les étudiants en liage, vous n'allez pas recréer la roue. C'est-à-dire, quel que soit le sujet que vous allez traiter, vous n'allez pas nous dire quelque chose qui n'a pas déjà été dit. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Il faudrait que vous y ajoutez une touche personnelle. C'est-à-dire, par rapport à l'analyse des sujets, vous verrez toujours que par rapport à un thème, par rapport à un sujet, un étudiant étudie un aspect, étudie un angle de la situation. Maintenant, vous, non seulement votre point de départ, ce sera d'abord de consommer ce que cet étudiant a déjà fait. Donc déjà, le premier conseil que je vous donne, c'est d'aller à la bibliothèque de Easy. Quand vous irez à la bibliothèque de Easy, vous trouverez Mustapha. Et Mustapha, vous lui direz que vous avez besoin de consulter les mémoires. Maintenant, je pense que la bibliothèque a ses règles ses règles de fonctionnement. Et donc, vous allez vous conformer à ces règles-là. Mais il y a beaucoup de mémoires. Bien sûr, je ne dis pas que tous les mémoires sont de bonne qualité. Mais je sais que la majeure partie est de bonne qualité parce qu'avec les résultats des soutenances, on nous dit en général que les retours sont positifs. Donc, vous, au départ, la consultation des mémoires, même si ce n'est pas de qualité, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est de consulter un mémoire. Que l'étudiant se dise, ah, moi, voilà, je dois faire un document comme ça. Je dois faire un document pareil. Et j'ai l'habitude de dire qu'un étudiant qui doit faire un mémoire, il doit avoir un mémoire, surtout un bon mémoire dans son sac. Par exemple, vous allez à la bibliothèque. Chaque semaine, ou bien 2 fois dans la semaine, vous y allez. Vous essayez de consulter 2 à 5 mémoires. Quand vous allez consulter les 2 ou 5 mémoires dans votre domaine, par exemple, les GDA vont consulter les mémoires en GDA, les GL vont consulter des mémoires en GL, les liages, idem, les multimédias, idem. Quand vous allez consulter les mémoires, si vous consultez 5, vous-même, avec ce cours, vous allez sentir les mémoires qui ont été bien rédigées, les mémoires qui ont respecté les normes, ou bien le mémoire qui va le plus se rapprocher de votre sujet, vous essayez d'emprunter, de photocopier et de garder dans votre sac. Parce que si vous avez emprunté à la bibliothèque, sûrement, soit la consultation est sur place, soit on va vous donner un délai de 15 jours ou d'une semaine. Je ne maîtrise pas trop les règles de fonctionnement. Mais normalement, un bon étudiant qui doit faire un mémoire, il doit tout le temps avoir un mémoire dans son sac.
Et regardez, par exemple, moi, ce cours, il est en ligne. Mais si c'était en présentiel, à chaque fois que je ferai le cours, j'exigerai que chaque étudiant ait un mémoire devant lui. Comme ça, il va mieux comprendre ce que j'explique. Il va aussi essayer de voir si la norme que je dis en classe a été respectée par le candidat qui a fait le mémoire. Et du coup, l'étudiant lui-même, s'il l'a respecté, il va lever la main. Il va dire, madame, celui-là, il a bien respecté la norme. Un autre qui voit que le mémoire qu'il a, l'étudiant n'a pas respecté la norme, il va lever la main et le dire. Et ça va rentrer dans une meilleure compréhension par rapport au respect des normes. Donc, à partir de demain, si vous avez du temps, allez à la bibliothèque, consultez le maximum de mémoires. Un étudiant, plus il lit des mémoires, plus il aura des informations, plus il va se familiariser avec l'élaboration de ce document-là. Donc, le point de départ de tout chercheur, c'est ce qui a été déjà fait. Par exemple, je donne un exemple. Si quelqu'un veut écrire dans un domaine, il ne peut pas s'enfermer dans sa chambre et dire que je vais écrire. Non, il doit chercher qu'est-ce que les gens ont dit avant. Et à partir de ce que les gens ont dit avant, il va en faire un point de départ pour pouvoir continuer. Donc, mes chers étudiants, le premier conseil est dit, allez lire des mémoires et le maximum de mémoires possible. Donc, je disais que elle est conçue comme un apport, une contribution à la production des connaissances et le chercheur part du stock de connaissances disponible au moment où il entame sa recherche. Préparer un mémoire, c'est-à-dire formuler et résoudre un problème scientifique, est une tâche de longue haleine. Et oui, c'est un long processus et le processus, vous l'avez découvert. C'est pourquoi c'est pas facile. Mais Inch'Allah, avec ce cours, avec les conseils, avec l'accompagnement de vos directeurs de recherche, les choses vont mieux se passer. Pour y arriver, il convient de recourir à des méthodes de recherche rationnelles et de les présenter selon des normes conventionnelles. Les méthodes de recherche rationnelle, la science vous les a déjà soulignées. C'est à savoir la recherche documentaire, c'est l'enquête et c'est aussi l'observation. Je vais revenir dessus. Et donc, les méthodes de recherche rationnelle, ça veut dire qu'un étudiant qui va s'aventurer à faire son mémoire et qui n'utilise pas ces trois techniques, son travail va être rejeté. Donc, si un étudiant veut que son travail soit accepté, il faudrait qu'il étudie ces trois techniques d'investigation. De toute façon, dans l'introduction, il est obligé de dire lesquelles techniques lui ont permis d'avoir les informations qui lui permettront de faire son mémoire. Donc, pour y arriver, il convient de recourir à des méthodes de recherche rationnelles et de les présenter selon des normes conventionnelles. Les normes conventionnelles, je vous les dirai au cours du mémoire. J'ai déjà commencé à vous dire la police 12, l'interligne 150. Ça aussi, mes étudiants de la première année déjà, ils savent. Donc, les normes conventionnelles ayant de préférence un caractère international. Donc, les normes conventionnelles liées à l'élaboration du mémoire, ce n'est pas des règles qui sont spécifiques au Sénégal seulement. Ce n'est pas des règles qui sont spécifiques à ISI seulement. C'est des normes qui sont spécifiques à l'ensemble des pays qui ont signé la charte avec le CAMES. Le CAMES, c'est une structure de la sous-région qui régente l'enseignement supérieur. Donc, ces normes proviennent de là-bas. Donc, il faudrait impérativement, pour que votre travail soit accepté, que les normes avec lesquelles vous allez élaborer votre mémoire obéissent à ces normes conventionnelles. Toute recherche commence par le choix d'un directeur de recherche, se poursuit par la définition du sujet et de la stratégie de recherche, culmine dans l'élaboration et la rédaction du produit final avant de s'achever dans sa présentation et dans sa soutenance. L'objectif de ce guide, c'est-à-dire ce module, c'est-à-dire ce cours, est de contribuer à améliorer la qualité des recherches et des publications scientifiques de nos étudiants. Actuellement, vous êtes en licence 3 et ce sera l'occasion pour vous, en tant que chercheur, de faire votre première publication scientifique. Et donc, il faudrait que nous, par rapport à ce cours,
qu'on vous donne des conseils, des recommandations pour que cette première publication scientifique se déroule normalement. Hein. Donc, l'objectif de ce cours est de contribuer à améliorer la qualité des recherches et des publications scientifiques de nos étudiants et de répondre concrètement aux besoins et aux préoccupations et aux problèmes pratiques du chercheur. Donc, vraiment, ce sera l'occasion dans ce cours de traiter de beaucoup de problèmes. Bien sûr, nous n'avons pas l'ambition, comme je l'ai dit tout à l'heure, de régler les problèmes, mais nous aurons des conseils ou bien des choses qu'on vous dira pour pouvoir contourner, pour pouvoir surmonter ces problèmes. Le chercheur, il aura toujours des problèmes, toujours. Hein, quel que soit maintenant, peut-être c'est la nature qui va changer, mais le chercheur aura toujours les problèmes. Et c'est là où maintenant, les résultats de sa recherche vont être importants. Que malgré les problèmes, malgré les obstacles, si un étudiant arrive à choisir un sujet, à faire des recherches, à avoir un encadreur, à présenter son travail, à le soutenir, à se retrouver avec une bonne note, avec une bonne mention, là, ce sera un étudiant qui va être méritant parce qu'il n'aura pas cédé aux problèmes, il n'aura pas cédé devant les difficultés. Il se sera dit, c'est un document que je dois faire pour avoir mon diplôme. Donc, grâce à déjà ma confiance en moi, grâce aux aptitudes que j'ai pu acquérir, je vais me donner à fond pour réaliser ce document. Dans notre démarche, nous proposons dans une première partie la définition du mémoire, le choix d'un directeur de recherche, d'un sujet et d'un plan. Dans la deuxième partie, nous aborderons la stratégie de recherche et les outils d'élaboration du mémoire. Et enfin, dans la troisième partie, nous parlerons de la soutenance. Donc voilà, après le processus qui vous met au parfum des différentes étapes auxquelles vous devrez passer pour réussir le mémoire, voilà l'introduction maintenant qui campe le cours. Maintenant, nous allons commencer par la première partie, la définition du mémoire. Donc, un étudiant doit savoir ce que c'est qu'un mémoire parce que cette année, il va élaborer un mémoire. On va parler aussi du choix du directeur de recherche. On va aussi parler du choix du sujet et du choix du plan. Donc, d'abord, la définition. Un mémoire est un travail académique. Cette année, vous allez faire votre premier travail académique. Maintenant, si je vous dis qu'est-ce que c'est qu'un mémoire, vous allez me dire, c'est un travail académique. Mais qu'est-ce que c'est qu'un travail académique? Un travail académique, c'est une activité de recherche ou d'enquête menée dans une faculté, un organisme de recherche, une institution scientifique ou un établissement de formation professionnelle, comme c'est votre cas, et qui entre dans la composition d'un diplôme. Donc, depuis que vous avez commencé à étudier pour avoir un diplôme ou bien pour passer d'une classe à une autre, vous étiez soumis à des évaluations, des modules que vous avez faits, des épreuves que vous avez faites, et à l'issue de cela, on vous donne une note. Mais cette année, ça va changer. Vous savez que quand vous étiez en première année, vous avez dû passer en deuxième année, mais il y a certains qui ont eu la chance de tout valider, mais certains ont eu certaines matières à reprendre. Donc, on vous a dit, allez en deuxième année, mais vous allez, en plus des matières de la deuxième année, valider les matières que vous n'avez pas pu valider. Quand vous avez quitté la deuxième année pour venir en troisième année, pour certains, ils ont eu la chance de valider les matières de la première année et les matières de la deuxième année. Et du coup, ils se retrouvent seulement en troisième année avec les matières de la troisième année. Il y a d'autres, par contre, ils ont pu valider, mais il leur manquait une matière en première année ou bien une ou deux en deuxième année. Là, vous êtes en phase terminale, c'est le garage. Vous devez valider toutes les matières. Et quand vous validez les matières, ne pensez pas que le diplôme est acquis. Sachez que ce n'est que 50%. Donc, toutes les matières que vous avez faites de la première à la troisième année, ce n'est que 50% du diplôme. On vous dit pour les autres 50%, il faudrait que vous choisissiez un sujet, que vous fassiez des recherches
que vous élaboriez un document que vous soutenez devant un jury. Et ce sera les autres 50%. Et maintenant, quand les deux sont réunis maintenant, c'est à l'issue de ça que vous aurez votre diplôme. C'est la raison pour laquelle la rédaction du mémoire rentre dans la composition de votre diplôme. Et je peux dire même qu'il joue le plus grand rôle. Parce que vous savez tous qu'avec tout diplôme, vous avez une mention. Avec tout diplôme, vous avez une mention. Mais avec la licence, ce sera la mention de la soutenance. Si vous vous retrouvez avec 17 en soutenance, ou bien 18, on va dire que monsieur tel, vous avez obtenu le grade de la licence, votre travail a été accepté par le jury, vous avez une note de 18 sur 20 qui correspond à la mention très bien. Et c'est ça qui va être sur votre diplôme. Donc, mes chers étudiants, il est important que vous travaillez sérieusement le mémoire pour pouvoir espérer avoir une bonne note qui va correspondre à une bonne mention. Les thèses, les mémoires, les rapports techniques et scientifiques, les comptes rendus de recherche constituent les principaux genres de travail académique. Donc, mes chers étudiants, d'une manière assez résumée, la définition du mémoire est le mémoire est un document académique. Le mémoire est un travail académique. Alors qu'un travail académique, c'est une activité de recherche que vous menez quelque part et qui entre dans la composition de votre diplôme. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la définition du mémoire? Ça va? Je pense que oui, madame, ça va. Pour tout le monde. Voilà, c'est comme ça qu'on va évoluer progressivement. Toujours, j'explique et après, je vous donne la parole. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris par rapport à ce que j'expliquais, vous m'interpellez et je reviens sur les explications. Après maintenant la définition du mémoire, nous allons maintenant parler du choix du directeur de recherche. La direction de recherche met en rapport pour un temps, vous concernant, c'est une seule année. Pour ceux qui sont en master, c'est une année. Pour ceux qui sont en phase de doctorat, c'est 3 ans. Donc, c'est pourquoi j'ai dit la direction de recherche met en rapport pour un temps, une ou plusieurs années, 2 personnalités qui peuvent être fort différentes. Il appartient pour l'essentiel aux jeunes chercheurs de s'adapter au tempérament et aux méthodes de travail de son directeur de recherche. Celui-ci, à son tour, selon son expérience, son expertise pédagogique et ses capacités humaines, devra savoir stimuler, orienter et guider son étudiant. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'administration va essayer de mettre en place, de créer un cadre de travail, de concertation entre vous et un enseignant du même domaine. Quand ce cadre va être créé, maintenant ce cadre, pour qu'il fonctionne dans les meilleures conditions, il se doit que le directeur de recherche et l'étudiant essaient de faire de telle sorte que ce cadre de travail soit toujours propice. En quoi faisant? Parce que la direction de recherche met en rapport 2 personnes. 2 personnes qui ont des origines différentes, qui ont une éducation, qui ont, en tout cas, rien ne dit que ces 2 personnes ont beaucoup de choses en commun. Parce que si les gens, s'ils avaient beaucoup de choses en commun, peut-être que les choses allaient bien se passer. Donc, il se peut que les gens ont beaucoup plus de points divergents que de points convergents. Mais c'est l'étudiant, puisque c'est le jeune chercheur, c'est lui qui veut un diplôme, c'est lui qui doit se soumettre
C'est lui qui doit se soumettre aux méthodes de travail. C'est lui qui doit se soumettre aux conseils, aux recommandations de son directeur de recherche. L'histoire d'un directeur de recherche et d'un étudiant, c'est comme l'histoire d'un talibé et du maître. Vous savez que entre le maître et le disciple, c'est une relation historique que tout le monde connaît. Quand un jeune disciple veut acquérir le maximum de lumière, le maximum de savoir par rapport à son maître, il doit se soumettre, tout accepter. Parce que tout maître a été un jour disciple. Et on est bon maître parce qu'on a été un bon disciple. Et parce qu'on est un bon disciple, on sera un bon maître. Donc, cette relation, le jeune chercheur, le jeune étudiant doit travailler à ce que ce soit un bon cadre parce qu'il doit être discipliné. Une première condition. Il doit être attentif. Il doit être à l'écoute. Il doit suivre les conseils, les recommandations de son directeur de recherche. Il y a des étudiants avec qui travailler avec eux, c'est vraiment agréable parce qu'ils vous suivent pas à pas. Ils écoutent vos conseils et les exécutent. Ils écoutent les recommandations et les exécutent. Par contre, il y a des étudiants avec qui, quand vous devez travailler avec eux, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. C'est pourquoi chacun de vous doit revoir sa manière de collaborer avec le directeur de recherche qu'on va mettre à votre disposition. Parce qu'il y a un certain comportement, vous le présentez, le directeur de recherche, il est découragé et il est moins motivé à vous accompagner dans le travail. Donc, le directeur de recherche, non, l'étudiant doit être discipliné, attentif, être à l'écoute, être soumis aux directives du directeur de recherche. Mais en contrepartie, le directeur de recherche doit une assistance, une écoute, un accompagnement dans tous les domaines pour que l'étudiant puisse faire son travail. Il doit partager avec lui son expérience, ses idées, ses documents, parce que l'étudiant en a besoin. Mais vous savez que le prof, il ne le fera que si l'étudiant est discipliné, correct, il écoute ses conseils, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce cadre de travail-là, moi, je dis que c'est à l'étudiant de le créer. Parce que l'administration va mettre à votre disposition un directeur de recherche. Mais si en temps, il y a des problèmes, avec le temps que vous avez déjà perdu, le temps à l'administration de trouver un autre directeur de recherche, c'est vous qui allez perdre presque une année. Et ici, nous savons tous que quand en général, un étudiant a des problèmes avec un directeur de recherche, les autres directeurs de recherche, les autres professeurs vont avoir peur de lui. Parce que s'il vient en retard, on va dire qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il était avec monsieur tel. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, le prof aura peur d'avoir les mêmes problèmes. C'est pourquoi évitez cela. Évitez cela. Dans tous les cas, il faut savoir faire la différence entre ce que l'étudiant Donc, dans tous les cas, il faut savoir faire la différence entre ce que l'on peut normalement et raisonnablement attendre de lui. Le jeune chercheur peut attendre du directeur de recherche un appui scientifique, une attente pédagogique et une attente psychologique et morale. Donc, voilà ce qui va se passer. Ça dépend de la situation. Il y a des étudiants qui, après 3 ans de formation, ont une idée de sujet. Mais comme ils n'ont pas assez d'expertise pour pouvoir jauger de la pertinence scientifique du sujet, ils vont se rapprocher d'un prof du domaine. Ils vont lui dire, monsieur, vraiment, j'aimerais faire mon mémoire sur tel sujet. Le prof, il va regarder le sujet. Si le sujet est correct, il va vous dire qu'il est correct. Et vous pouvez même lui demander, monsieur, est-ce que vous pouvez être mon directeur de recherche? Ou bien, le sujet, il est correct dans le fond, mais la formulation pose problème. Et le directeur de recherche, il faut corriger la formulation jusqu'à ce que
le sujet soit correct. Après, ou bien, par rapport le sujet n'est pas bien, l'étudiant n'a pas de sujet, il va attendre l'administration. L'administration, vous savez ce qu'elle fait? Au début de l'année, l'administration contacte tous les enseignants par domaine. Il va contacter tous les enseignants qui ont les étudiants qui sont en génie logiciel. J'ai oublié de spécifier que le directeur de recherche doit être impérativement de EASY. Vous ne pouvez pas être à EASY, avoir un directeur de recherche qui est ailleurs. Non. Le directeur de recherche doit être à EASY. Et quand l'administration va contacter tous les profs, elle va leur demander de proposer des sujets pour les licences et aussi de proposer des sujets pour les masters. Quand tous les enseignants vont recevoir cette demande, chacun va envoyer son sujet. L'administration va faire une compilation des sujets de licence et une compilation des sujets de master et va mettre ça à la disposition des étudiants. Maintenant, les étudiants, quand ils vont recevoir cette liste de sujets, ils vont lire les sujets selon leur compréhension, selon leur domaine, parce que parfois, par rapport aux matières, vous êtes attiré par un domaine, vous avez envie d'approfondir dans ce domaine-là, ou bien il y a un prof, ce qu'il fait vous plaît, et du coup, quand vous allez voir le sujet, vous allez choisir le sujet par rapport à tous ces éléments que je viens de citer. Maintenant, parfois, on met les noms des profs qui ont proposé les sujets, parfois on ne les met pas. Si on les met, vous, dès que vous choisissez le sujet, vous savez automatiquement que le directeur de recherche qui va vous suivre est telle personne, parce que c'est lui qui a proposé le sujet. Donc, voilà comment les choses vont se passer. Ou bien l'étudiant choisit lui-même son sujet, mais il cherche un prof pour bien formuler le sujet, ou bien pour rendre le sujet plus pertinent, ou bien vous attendez la liste que l'administration va mettre à votre disposition pour choisir un sujet. Donc, voilà les choses, comment elles vont se passer. Ou bien vous avez d'abord le sujet, ou bien vous avez d'abord le directeur de recherche. Par exemple, vous voyez, par exemple, M. Souaré, ce qu'il fait vous intéresse, ou bien un autre prof, ce qu'il fait vous intéresse, ou bien M. Der, vous allez voir M. Der, vous lui dites, monsieur, vraiment, j'aimerais travailler dans votre domaine, proposez-moi un sujet. Donc, l'essentiel, c'est que le choix du sujet soit précis et que le choix du directeur de recherche aussi soit clair. Maintenant, ne pensez pas qu'on a mis à votre disposition un enseignant pour vous accompagner, pour vous guider, que vous pensez que l'enseignant, c'est lui qui va faire le mémoire. Là, vous vous leurrez. Ce n'est pas l'enseignant qui va faire le mémoire. C'est vous qui allez faire le mémoire parce que c'est vous qui voulez obtenir le diplôme. C'est votre premier bébé, c'est vous qui allez le faire. Maintenant, lui, il va vous accompagner seulement, il va vous guider, il va vous surveiller pour que le travail se fasse dans les meilleures conditions. Maintenant, cet accompagnement-là, en quoi ça va se faire? Ça va se faire en appui scientifique, ça va se faire en appui pédagogique, ça va se faire en appui psychologique et moral. Maintenant, nous allons voir cas par cas. Qu'est-ce que je veux dire par appui scientifique? La première et principale fonction du directeur de recherche est d'être la caution ou le garant scientifique de votre travail. Donc, un étudiant, quand il doit travailler avec un directeur de recherche, le directeur de recherche, la première chose qu'il doit vérifier, c'est le sujet de l'étudiant. Est-ce qu'il est pertinent? Si c'est l'étudiant qui a choisi son sujet. Mais si l'étudiant a choisi un sujet qui a été proposé par un prof, là, la pertinence scientifique, elle est déjà vérifiée. Parce qu'il ne sert à rien, parce qu'avant ça se passait. Dans les soutenances, l'étudiant choisissait son sujet, faisait ses recherches. Le jour de la soutenance, on dit à l'étudiant que vous avez fait au sujet. Ou bien on dit à l'étudiant, votre sujet n'est pas pertinent. Maintenant, pour remédier à ça, dès le départ, avant même le début du travail, on vérifie la pertinence scientifique du sujet de l'étudiant. Si c'est l'étudiant qui l'a proposé, il faudrait qu'un prof l'accompagne pour qu'il y ait ce qu'on appelle la pertinence scientifique, mais aussi pour que la formulation soit correcte. Ou bien la liste que les profs ont proposée, en général,
puisque ce sont les profs qui les ont proposés, ils ont dû vérifier les deux choses, c'est-à-dire la pertinence scientifique du sujet, mais aussi la formulation. La pertinence du sujet, c'est quoi? Il ne faut pas choisir, mes chers étudiants, des sujets qu'on va ranger dans des tiroirs, c'est-à-dire des sujets qui ne vont servir à rien. Moi, je veux que vous regardez autour de vous, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Vous savez, vous êtes des informaticiens. On peut dire que c'est vous qui avez actuellement la solution pour régler les problèmes. Donc, vous regardez autour de vous un problème auquel vous pouvez apporter des solutions. Vous avez vu, moi j'ai vu des étudiants écrire sur pour ceux qui font l'IH, par exemple, la gestion, l'étude et la mise en place c'est-à-dire d'une application qui permettait, par exemple, de gérer un parking, ou bien une vente en ligne, ou bien la gestion d'une pharmacie, etc., etc. Donc, il faut regarder autour de vous les problèmes que vous pouvez soulever auxquels vous pourrez apporter des solutions. Donc, il devra, donc le directeur de recherche, donc quand je dis caution, la première et principale fonction du directeur de recherche est d'être la caution ou le garant scientifique. Caution ou garant scientifique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'étudiant, à chaque fois qu'il met des informations et des données dans son mémoire, c'est au directeur de recherche de voir si ces données vont être acceptées ou rejetées. C'est pourquoi le directeur de recherche, il doit vous surveiller comme du lait sur le feu. Parce que ce n'est pas normal que l'étudiant travaille avec un directeur de recherche du début à la fin et que le jour de la soutenance, on lui dise que ceci, c'est pas bon, ceci, c'est bon, ceci, c'est pas bon. Pendant ce temps-là, où était le directeur de recherche? C'est pourquoi, parfois, par exemple, l'administration se plaint par rapport aux soutenances. S'il y a des problèmes, si les étudiants rencontrent des problèmes au cours de la soutenance, c'est dû à beaucoup de raisons. Parfois, c'est des raisons qui sont imputables à l'étudiant, mais parfois, les raisons sont imputables au directeur de recherche. Par exemple, le directeur de recherche ne joue pas parfois le rôle qu'il devra jouer. Il ne surveille pas comme il devra le faire son étudiant. Parce que si on se permet de reprocher à l'étudiant certaines choses, alors qu'au départ, il y avait quelqu'un, un prof qui le suivait, là, ça pose problème. Donc, c'est pourquoi l'appui scientifique, c'est une obligation. L'assistance scientifique, c'est un devoir pour le directeur de recherche. Vous savez, en général, les problèmes que les directeurs de recherche, les étudiants rencontrent par rapport au directeur de recherche, c'est général. Même à l'université, les étudiants ont ce problème. Mais à l'université, c'est moins compliqué parce que à l'université, le directeur de recherche, il est dans la soutenance. Actuellement, dans les écoles de formation privées d'enseignement supérieur, les directeurs de recherche ne sont pas dans les jurys. Alors que nous, à l'université, le premier membre du jury de l'étudiant, c'est son directeur de recherche. Donc, il devra être là pour répondre des bêtises parfois des étudiants. Donc, c'est pourquoi là, il y a moins de problèmes parce que le directeur de recherche, il va s'arranger parce que sa réputation, son expertise, sa pédagogie vont être en jeu s'il ne vous surveille pas normalement. C'est pourquoi moi, je propose toujours aux administrations d'essayer d'intégrer les directeurs de recherche dans les jurys pour qu'il y ait une meilleure prise en charge, pour qu'il y ait un bon accompagnement du directeur de recherche. Donc, la caution ou le garant scientifique. Donc, si un étudiant met 1+1 dans son mémoire, moi qui suis son garant scientifique, je dois dire oui, c'est bon parce que 1+1 égale 2. L'étudiant continue à mettre 1+1 égale 2. Je dis oui, c'est bon. Mais brusquement, l'étudiant met 1+1 égale 4. Je dis ah non, il faut arrêter. Enlève ça, mets ça. Tu réexpliques comme ça à l'étudiant. Quand il va revenir, il va encore mettre 1+1 égale 2. Donc, voilà ce que j'appelle la caution ou le garant scientifique de votre travail. Il devra en premier lieu vérifier la validité et la pertinence scientifique du sujet que vous proposez. Il pourra aussi vous demander de choisir un nouveau sujet sur une liste préétablie. Donc voilà par rapport à l'appui scientifique. Est-ce qu'il y a des questions à poser par rapport à l'appui scientifique? C'est bon?
Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est Mouré Koumbatcham. Oui. En fait, madame, j'aimerais savoir si deux étudiants d'une même classe peuvent avoir les mêmes sujets. C'est-à-dire, la question n'est pas claire, mais je vais quand même donner toutes les possibilités de réponse. Deux étudiants peuvent travailler sur un même sujet. Comme deux étudiants peuvent choisir le même sujet et le traiter séparément. Voilà, Donc, c'était ça ma question. voilà. Donc, par exemple, on pouvait donner un seul sujet à toute la classe et chacun fait son mémoire. Rappelez-vous des sujets qu'on vous donnait en classe, des sujets de dissertation. Vous vous rappelez, on vous donnait un seul sujet à toute la classe, mais chacun avait sa dissertation qui lui était propre, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Voilà. Mais aussi, deux étudiants aussi peuvent traiter le même sujet. Mais là, c'est au directeur de recherche parce que parfois, le sujet est lourd. Et en général, vous avez peu de temps. Maintenant, parfois, quand le sujet est lourd, c'est au directeur de recherche de dire que l'étudiant là va traiter telle partie et l'étudiant là va traiter telle partie. Mais moi, je ne vous conseille pas cette situation. Hein? Je préfère que chacun choisisse son sujet et son directeur de recherche avec sa manière de voir, de faire son travail. C'est bon, y a-t-il D'accord, d'autres merci, questions? madame. Je t'en prie. Y a-t-il une autre question? Madame? Oui. Bonsoir, madame. Christian Régis de la classe LPGL. Oui. Ok. Donc, si j'ai bien compris, pour le choix de l'encadreur, on trouve un professeur à Easy et on lui demande de nous encadrer. C'est bien ça? Non, non, non. Ok. Ce qui va se passer, c'est qu'actuellement, toi, est-ce que tu as une idée de sujet? Non, pas encore. D'accord. Comme tu n'as pas d'idée de sujet, d'ici la semaine prochaine, Inch'Allah, l'administration va mettre à ta disposition une liste de sujets. Et quand tu vas voir cette liste-là, tu regardes les sujets, tu essaies de les analyser. Maintenant, il y a des étudiants qui ont déjà une préférence des profs. Maintenant, comme vous voulez travailler avec tel prof, ou bien vous voulez travailler dans tel domaine, vous allez essayer de choisir le sujet de ce prof que vous préférez. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame, j'ai compris. Voilà, c'est comme ça que les choses vont se passer. D'accord, merci. Je vous en prie. Y a-t-il une autre question? Si c'est bon, je continue. On va parler maintenant, après avoir parlé de l'appui scientifique, on va parler maintenant de l'attente pédagogique. Il s'agira avant tout d'être disponible à l'égard du jeune chercheur qui aborde sans expérience une forme tout à fait nouvelle pour lui du travail académique dont les exposés lui avaient peut-être donné qu'une vague idée. Donc, mes chers étudiants, ce sera la première fois que vous allez faire un travail académique. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme ce sera la première fois que vous allez faire un travail académique, vous avez besoin qu'on vous assiste. Vous avez besoin de quelqu'un de disponible. Le directeur de recherche doit être disponible. Vous savez, entre quelqu'un qui a l'expérience, par exemple, un étudiant qui fait le doctorat ou bien un étudiant qui fait le master, on peut être moins disponible avec ces gens-là qu'avec un étudiant de licence qui, ce sera la première fois qu'il va faire un travail académique. Donc, il a besoin d'assistance, il a besoin de disponibilité, surtout d'écoute pour pouvoir répondre parfois à ces difficultés, à ces interrogations. Parce qu'un étudiant, dès qu'il a une difficulté, il s'arrête, il n'avance plus. Donc, pour l'évolution, à travers les 5 étapes, il faudrait que le directeur de recherche soit disponible pour que l'étudiant passe d'étape en étape sans problème, sans difficulté. Bien sûr, il y aura des difficultés, bien sûr, il y aura des problèmes, mais ce sera maintenant le rôle du directeur de recherche de l'accompagner. Donc, d'abord, la première chose, c'est la pédagogie.
D'abord, la pédagogie, c'est-à-dire comment il faut travailler. Maintenant, moi, je me substitue parfois au directeur de recherche. C'est-à-dire, parfois, ce que votre directeur de recherche doit vous apporter, parfois, c'est le cours qui va vous l'apporter. Parce que parfois, pendant ce cours, vous allez me poser plusieurs questions. Et du coup, ça facilite le travail des directeurs de recherche. Vous savez, parfois, il y a des étudiants qui fuient ce cours. Mais mes chers étudiants, ce cours, vous le fuyez, vous allez le payer cash. Parce que parfois même, vous suivez le cours, mais pour faire le mémoire, vous allez avoir des difficultés. A fortiori si vous ne le suivez pas. Et les directeurs de recherche s'en rendent compte. Quand parfois ils voient que vous ne réussissez pas à certaines choses et que vous leur posez beaucoup de questions liées à certaines choses, la question qu'ils vont vous poser, est-ce que vous avez fait le cours de méthodologie? Parce que c'est pendant le cours que parfois, moi, je dois vous donner certaines choses, mais parfois, je vais au-delà. Je me substitue au directeur de recherche. Par exemple, moi, quand je vous parle de stratégie, ce n'était pas à moi de le faire. Moi, c'est le directeur de recherche qui doit vous parler du processus. C'est le directeur de recherche qui doit vous dire, bien sûr, quand vous vous rencontrez, ça veut dire que le problème de sujet, il est réglé. Le problème du directeur de recherche, il est réglé. Maintenant, le problème du plan. Le plan, il a toujours posé des problèmes aux étudiants. Parce que dès que le choix du sujet est fait, dès que le choix du directeur de recherche est fait, l'étudiant, peut-être, dans sa tête, il se dit que peut-être que c'est le directeur de recherche qui va me proposer le plan. Le directeur de recherche, lui, il dit, c'est l'étudiant, c'est à l'étudiant de proposer un plan. Et du coup, moi, je vais vous faciliter les choses. Moi, je vais vous proposer un plan que je vais vous expliquer. Et du coup, quand vous aurez votre sujet, vous allez élaborer votre plan selon le spécimen que je vous ai donné. Mais ce n'est pas parce que je vous l'ai donné qu'il est un bon plan. Mais moi, je viens à votre secours. Et pour éviter que vous soyez comme ça, les mains vides, que vous n'ayez rien, moi, je vous propose un plan. Maintenant, vous, il faudrait que vous fassiez valider le plan que je vous ai proposé. Parce que moi, je ne suis pas de la même spécialité que vous dans l'ensemble. Parce que moi, mon domaine de prédilection, c'est la gestion des ressources humaines. Donc, pour ceux dont je ne suis pas un spécialiste, vous me considérez comme un généraliste. Par exemple, si vous avez des maux de tête et que vous allez à l'hôpital, le médecin généraliste, il va vous donner, par exemple, de l'efferalgan ou bien du paracétamol pour calmer les maux de tête. Mais le spécialiste, il va vous faire des analyses pour regarder le fond. C'est-à-dire, on va dire que les maux de tête, c'est seulement des symptômes. Et là, ce sera votre directeur de recherche, qui est le spécialiste, qui va vous demander de faire des analyses pour pouvoir vous donner un bon remède. Moi, je ne suis qu'un généraliste. Donc, pour ne pas que vous perdiez du temps, parce que vous ne savez pas comment on élabore un plan, moi, je vais vous donner un spécimen de plan. Quand vous aurez votre sujet, vous allez prendre ce plan, vous allez l'adapter au sujet et vous proposer au directeur de recherche. Maintenant, le directeur de recherche, il va se dire, cet étudiant, il est bien. Il a son sujet, il a élaboré le plan. Maintenant, lui, il va évaluer le plan. Si le plan est bon du début à la fin, il va vous dire OK. Il va vous dire go. Ça veut dire que le plan est bon, vous pouvez commencer les recherches. Mais si le plan présente parfois des incohérences ou bien a des problèmes, mais il va vous aider à le corriger. Et du coup, quel que soit alpha, vous allez vous en sortir avec un bon plan. Si le plan est mauvais à 100%, il va vous dire ce plan n'est pas bon, voilà le plan qu'il faut faire. Donc, c'est pourquoi je dis parfois, je vais me substituer au directeur de recherche parce que j'accompagne l'étudiant toujours à surmonter les obstacles les plus difficiles, les problèmes les plus difficiles qu'il va rencontrer. Donc, la pédagogie, c'est ça, c'est montrer à l'étudiant la méthode de travail, les stratégies, les méthodes de recherche qu'il doit utiliser pour faire son mémoire. Donc, il s'agira avant tout d'être disponible à l'égard du jeune chercheur qui aborde sans expérience une forme tout à fait nouvelle pour lui du travail académique dont les exposés lui avaient peut-être donné qu'une vague idée. Il s'agira ensuite d'informer le candidat sur la nécessité d'aborder de nouvelles techniques de travail. Les nouvelles techniques, ce sont les techniques dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir la recherche documentaire, à savoir l'enquête, à savoir l'observation. Et de lui donner des conseils pratiques relatifs à des normes rationnelles. Là aussi, je vais me substituer au directeur de recherche parce que je vais déjà vous donner les normes rationnelles
les normes conventionnelles et les normes rationnelles avec lesquelles il faut faire le mémoire. En un mot, le directeur de recherche ne doit pas hésiter à être le mentor que recherche le candidat. Donc voilà par rapport à l'appui pédagogique. Avec l'appui scientifique, le directeur de recherche doit vérifier la qualité des résultats, la qualité des informations, la qualité des données que vous mettez dans le mémoire. Avec l'appui pédagogique, le directeur doit vous donner des conseils, des stratégies, des méthodes de travail pour que vous réalisiez le mémoire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'appui pédagogique? S'il vous plaît, madame. Au cas où l'école vous propose un directeur de recherche et que le directeur de recherche n'est pas trop disponible pour suivre l'étudiant, l'étudiant a le droit de changer de directeur de recherche? Non, mon cher. Ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, il y a une chose que j'ai sous-entendue tout à l'heure. Je vous ai dit que vous allez rencontrer des problèmes, un chapelet de problèmes. Parce que vous savez que depuis le monde des mondes, on met en place des règles et des procédures. Maintenant, il y a certaines personnes, selon leur culture, selon leur manière de voir, selon vraiment leur éthique, respectent à la lettre ces règles et ces procédures. Mais vous verrez toujours à côté des personnes qui ne vont pas respecter ces règles et procédures. Maintenant, la solution, c'est quoi? C'est de s'y accommoder. C'est essayer de contourner. Parce que vous ne pouvez pas trouver vous-même un autre directeur de recherche. Ce n'est pas possible. Vous devez au contraire essayer de vous y accommoder. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Il y a exactement 4 ans de cela, il y avait un étudiant, il s'appelait Parfait. C'était un étudiant congolais. Il faisait génie électrique et énergie renouvelable à l'ESTEM. Parfait devait terminer rapidement son mémoire parce qu'il devait partir parce qu'il y avait un stage qui l'attendait. Parce que quand il était là en train de faire ses études, il avait aussi déposé des demandes de stage dans son pays. Et donc, comme ça avait été accepté, il devait rentrer le plus tôt possible. Sachant ça, dès que j'ai commencé à faire le cours de méthodologie, Parfait a suivi correctement le cours, sans rater aucun cours. Et à chaque fois que je donnais des conseils, des recommandations, il les respectait. Et il a commencé rapidement à rédiger son mémoire. Donc, à chaque fois qu'il faisait un travail, il le proposait par mail au directeur de recherche. Mais le directeur de recherche ne réagissait pas. Il appelait au téléphone, tout et tout, mais il n'y avait pas d'évolution. Parfait s'est dit que si je m'arrête là, mon travail va être en retard et du coup, je risque de rater le stage. Donc, moi, d'après le cours de méthodologie, je vais essayer de respecter à la lettre les règles et procédures et je vais essayer de faire mon mémoire. Parfait. À chaque fois, il envoyait ses travaux à son directeur de recherche qui ne réagissait pas. À la fin, quand son travail était fini, il est parti, il en a parlé à l'administration. Je ne sais pas si l'administration a réagi ou pas, mais Parfait a continué à faire son travail. Au moment de valider son travail pour qu'il le dépose, le directeur de recherche n'a pas réagi. Et Parfait a déposé son mémoire. Quand il a déposé son mémoire, peut-être que ça a échappé à l'administration parce qu'il n'y a pas eu de validation du directeur de recherche. Parfait a été programmé pour soutenir parce qu'il avait expliqué à l'administration, il a montré le document qui montrait qu'il avait été accepté en stage. Et on a organisé une séance de soutenance. J'ai oublié de vous en parler. Vous savez qu'il y a 2 sessions, mais parfois, pour des situations exceptionnelles, on fait des soutenances spéciales. Et là aussi, parfois, l'étudiant est obligé de débourser un peu plus que les frais de soutenance que vous devez verser. Est-ce qu'on vous a parlé des frais de soutenance que vous devez verser au niveau de EASY?
Non, madame, on n'a pas parlé de ça. Voilà, vous devez verser des frais de Si, soutenance. à l'inscription. Maintenant, moi, j'ai oublié le montant. Je pense que c'est 60 000. Oui, c'est ça. Soit c'est 60 000 ou Oui, c'est ça. 60 000. Vous savez, c'est 60 000. Vous devez impérativement les verser parce que le CAMES, dans l'élaboration du mémoire, a mis en place ce qu'on appelle les frais de soutenance. Les frais de soutenance, ça n'appartient pas à Easy. Les frais de soutenance, c'est pour le suivi du candidat. D'abord, le prof qu'on va mettre à votre disposition, on va essayer de le motiver un peu. On va le motiver. Une partie va aller là-bas. L'autre partie, le jour de la soutenance, on va mobiliser au minimum 3 professeurs qui vont être là toute la journée pour évaluer les travaux des étudiants. Ces enseignants, on va aussi les motiver. J'ai oublié aussi, vous savez, avant, dans les soutenances, vous savez, le jour de la soutenance, il y a les parents qui sont présents, les amis, les invités, le public, tout le monde est là. C'est un peu gauche parfois qu'on malmène l'étudiant en lui reprochant des choses qui peuvent dévaloriser son profil ou bien qui peuvent vraiment irriter sa famille ou bien ses amis. Maintenant, on a décidé de mettre en place ce qu'on appelle une pré-lecture. Une pré-lecture, c'est quoi? On met en place un comité de lecture. Quand on met en place le comité de lecture, ce comité de lecture, quand l'étudiant a fini, il dépose son mémoire sur ce comité de lecture. Ce comité de lecture lit le mémoire, il fait un rapport à l'étudiant concernant le fond, il fait aussi un rapport concernant la forme. Et quand le comité, c'est-à-dire le comité, c'est 3 ou 4 personnes, c'est-à-dire on va donner le mémoire de l'étudiant à 3 enseignants. Chacun des enseignants va faire un rapport. Donc, du coup, l'étudiant, il va recevoir 3 rapports concernant le fond et 3 rapports concernant la forme. Et quand il va recevoir cela, on va lui donner un délai d'1 semaine pour qu'il prenne en compte ces remarques, pour qu'il améliore son travail. Et quand il va améliorer son travail, c'est à ce moment-là qu'il va le déposer. Maintenant, cette commission-là aussi va être un peu motivée. Donc, voilà là où vont 60 000. D'abord, l'enseignant qui vous encadre. Le jour de la soutenance, les enseignants qui vont être mobilisés. Et lors de la prélecture aussi, les enseignants qui vont évaluer votre travail. Voilà où vont vos 60 000. Donc, sans les 60 000, vous ne pourrez pas soutenir. Maintenant, par rapport à ces frais de soutenance, il est impératif que vous les versiez. Maintenant, je pense qu'aussi l'administration a mis je pense que soit vous pouvez le verser d'un coup ou bien par, je ne sais pas exactement les conditions, mais il faut aller vous informer. Maintenant, tout à l'heure, je disais que le jour de la soutenance avec Parfait, je revenais sur l'anecdote. Le jour de la soutenance, j'étais dans son jury. Et moi, la première chose que je regarde dans un mémoire, c'est la page de couverture. Et quand j'ai vu la page de couverture, je n'ai pas vu le nom du directeur de recherche de Parfait. Et donc, comme c'est à moi moi, quand je suis dans un jury, c'est à moi qu'on donne la parole la première. Parce que comme je suis spécialiste de la forme, en général, je peux faire sortir tous les éléments qui sont liés à la forme et du coup, les 2 autres enseignants, ils vont juste parler du fond. Donc, moi, quand on m'a donné la parole, la première remarque que j'ai faite à Parfait, c'était d'abord un très bon mémoire. Côté forme, en tout cas. Maintenant, côté fond, ce sont les enseignants, les autres les spécialistes qui vont le faire. Bien que je ne sois pas spécialiste du domaine, mais je connais quand même une analyse pertinente. Mais je ne m'aventure pas trop parce que je peux léser l'étudiant. Mais quand j'ai lu le mémoire, il était correct, agréable à lire. Toutes les normes de rédaction ont été respectées, les normes conventionnelles, les méthodes de recherche rationnelle. Donc, moi, la première chose, c'est que j'ai dit à Parfait, félicitations, tu as fait un excellent travail. Maintenant, les étudiants de première année me connaissent, comme j'aime bien titiller les étudiants, je lui dis, mais Parfait, tu es ingrat. J'ai l'habitude de dire aux étudiants,
Quand vous cherchez la définition du mot ingrat, ce n'est pas la peine d'aller regarder le dictionnaire. Mettez-vous en face d'un étudiant et vous avez la définition. Je dis, mais parfait, comment tu peux faire un excellent travail et tu n'as même pas l'honnêteté intellectuelle de mettre le nom de celui qui t'a accompagné pour que tu fasses cet excellent travail. Mais vous savez que le jour de la soutenance, l'étudiant, quand le prof parle, il ne répond pas. Il prend note, il prend note, il prend note. Et quand le prof a fini maintenant, on lui donne le temps de parole. Et donc, parfait, m'a remercié par rapport à la qualité du travail et il m'a dit, si j'ai fait ce travail de qualité, c'est un peu grâce à vous parce que j'ai suivi le cours de méthodologie par rapport aux interrogations, aux problèmes que j'avais. J'ai posé des questions et vous m'avez accompagné. Maintenant, par rapport à votre critique, concernant le nom du directeur de recherche que je n'ai pas mis sur mon mémoire, c'est très simple, madame, je n'ai pas eu de directeur de recherche. Et tout le jury s'est étonné parce que de la même manière que j'avais constaté que le travail a été bien fait dans le côté forme, les deux profs aussi ont apprécié le travail que Parfait avait fait. Et du coup, je lui ai dit comment ça se passe. Il me dit, madame, dès le départ, je lui ai envoyé des mails, je l'appelais et Parfait a pris la précaution de faire des captures de tous les échanges, de tous les mails, de tous les messages, de tous les appels qu'il avait fait à son directeur de recherche. Et il les a montrés comme preuve. Il m'a dit, madame, j'ai été tenté de mettre votre nom, mais vous nous avez dit en classe que vous ne pouvez pas être notre directeur de recherche parce que vous n'êtes pas de notre spécialité. Parce qu'il est dit dans les textes du CAMES que le directeur de recherche doit être de la même spécialité que la filière ou bien la spécialisation de l'étudiant. Et voilà ce que Parfait m'a servi. Parfait a eu 18,50 avec la mention très bien. Et c'est lui qui a fait son mémoire. Il est rentré au pays et actuellement, il est à la tête d'une boîte au Congo et j'ai des retours parce qu'on a toujours des mails qu'on échange. Donc, cette anecdote, je le raconte chaque année parce que mes chers étudiants, oui, on met à votre disposition un directeur de recherche, mais si son éthique ne l'oblige pas à s'occuper comme il devra le faire, vous devez y aller parce que sinon, c'est du temps perdu. Hein? Même à Easy, ça s'est passé. À Easy, il y avait un prof qui encadrait un étudiant et l'étudiant, lui aussi, à cause de cette anecdote, il a continué son travail. Et quand le travail était fini, il a demandé à l'enseignant de le valider. Et l'enseignant a refusé de le valider parce qu'il a donné des raisons. À un moment donné, l'enseignant n'était plus ici, à Easy, il était à l'université de Saint-Louis. Mais l'étudiant m'en a parlé, j'en ai parlé au directeur des études et automatiquement, on a appelé le directeur des recherches, le directeur pour qu'il valide le travail. Et l'étudiant a eu 16 à Easy. Donc, mes chers étudiants, oui, le directeur de recherche doit vous accompagner, mais vous ne devez pas être bloqué. Vous savez qu'un guide, il vous accompagne, mais il vous accompagne pour vous éclairer le chemin. Mais cela ne veut pas dire que s'il ne vous éclaire pas le chemin, s'il ne vous guide pas, vous n'allez pas y aller. Donc, je ne sais pas sur qui vous allez tomber, mais quel que soit le directeur de recherche sur lequel vous allez tomber, essayez de faire le maximum pour que votre travail se termine à temps. Oui, il y a de bons directeurs de recherche comme il y a de mauvais directeurs de recherche. En tout cas, l'administration, elle fait de son possible pour que les étudiants soient bien encadrés. Mais maintenant, c'est la déontologie, l'éthique des enseignants qui doit les pousser à s'occuper convenablement de l'étudiant. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais terminer rapidement. Il reste 5 minutes. Par rapport à l'attente psychologique et morale, le candidat attend d'être rassuré sur sa capacité à conduire à terme une manière nouvelle de travail, sur ses aptitudes à mener une recherche. Vous savez, c'est la première fois que vous faites ce document. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous rassure, quelqu'un qui vous réconforte, quelqu'un qui vous pousse à croire davantage en vous disant que vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de surmonter les problèmes. Hein? Il a besoin d'être raffermi, encouragé, motivé
devant les difficultés qui surgissent à chacune des étapes. Je vous ai parlé de 5 étapes. Et déjà, il y a certains, ils auront des problèmes de sujet. Parce que parfois, les sujets sont incompréhensibles. Parfois, les sujets sont mal libellés. Parfois. Donc, dès le départ, l'étudiant a un problème de sujet. Après le problème de sujet, il va avoir un problème de directeur de recherche. Parfois, il tombe sur un mauvais directeur de recherche. Quand il a fini, il aura un problème de plan. C'est-à-dire, à chacune des 5 étapes, l'étudiant est confronté à des problèmes. Maintenant, il a besoin de quelqu'un qui soit là, quand l'étudiant a un problème sur la première étape, il l'accompagne jusqu'à ce que l'étudiant passe à la deuxième étape. Quand la deuxième étape, elle est réglée, que l'étudiant passe à l'étape suivante. Donc, vraiment, l'étudiant, psychologiquement, il a besoin d'être assisté. Parce que vous savez que quand vous entamez quelque chose, tout nouvelle chose, tout nouveau exercice est difficile. Mais avec un bon accompagnement, on s'en sort. Donc, devant les difficultés qui surgissent à chacune des étapes de sa recherche, le jeune chercheur doit être mis en confiance, c'est-à-dire qu'il doit être aidé pour trouver en lui-même des forces nécessaires pour bien mener son travail. Donc, le directeur de recherche doit être le garant et la caution scientifique de l'étudiant pour l'aider à faire de telle sorte que les données, les informations qu'il donne dans son mémoire soient les bonnes. Le directeur de recherche doit partager avec l'étudiant les méthodes de travail, les méthodes de recherche, les méthodes de rédaction, les conseils et les outils qui vont lui permettre de mener à terme son mémoire. Troisièmement, psychologiquement, l'étudiant a besoin d'être accompagné. L'étudiant a besoin d'être soutenu. L'étudiant a besoin d'être aidé dans les difficultés, dans les problèmes, dans les interrogations qu'il va avoir au cours de la recherche, mais aussi au cours de la rédaction du mémoire. Donc, mes chers étudiants, voilà ce que le directeur de recherche doit faire pour vous. Vous n'avez vu nulle part qu'on vous dise que le directeur de recherche, c'est lui qui va faire le mémoire. Si vous pensez que c'est lui qui va faire le mémoire, vous vous leurrez. C'est vous qui devez faire le mémoire. Et le conseil que je vous donne, n'allez jamais voir un directeur de recherche sans pour autant préparer quelque chose à lui donner. Donc, quand vous avez déjà une proposition du sujet, il faut l'écrire et le lui donner. Et surtout, j'ai l'habitude de dire aux étudiants, ne soyez pas gênés. Même si vous avez une compréhension de votre sujet, ne soyez pas gênés de demander au directeur de recherche de vous donner une explication plus fine du sujet pour que vous le compreniez mieux. Donc, par rapport à la première étape, c'est ça qu'il faut faire. Quand le sujet est bien clair dans votre esprit, avec le cours de méthodologie, vous aurez une proposition de plan. Vous allez essayer d'élaborer un plan par rapport à votre sujet. Et encore, quand vous allez le rencontrer, vous allez lui proposer le plan. Il va regarder le plan, le valider à 100% ou l'invalider à 100% ou bien l'invalider à 20%, 10%, ça dépend. Quand le plan est fait maintenant, là, vous allez faire vos recherches. Et progressivement, vous lui faites part de l'avancement de votre travail. Et lui aussi, il doit vérifier si vous avancez. Si vous restez un temps sans lui proposer quelque chose, il doit vous appeler, vous dire, mais vous, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que vous terminiez parce vous devez soutenir, etc., etc. Et j'ai oublié aussi de vous dire que les motivations des enseignants ne sont données à l'enseignant qu'après la soutenance de l'étudiant. Normalement, le directeur de recherche, pour avoir ses motivations, il doit faire de telle sorte que l'étudiant soutienne rapidement pour qu'il puisse récupérer sa motivation. Donc, mes chers étudiants, voilà ce qu'il y avait à dire par rapport à la première partie, c'est-à-dire pour ce qui concerne la définition du mémoire, je l'ai défini. Pour ce qui concerne le choix du sujet, j'en ai parlé. Le choix du directeur de recherche, j'en ai parlé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie? Très clair, madame. Ok. J'espère que ça allait pour tout le monde. Madame, je pense que aujourd'hui, vous nous avez très bien expliqué et quand nous allons exploiter le document,
On reviendra peut-être avec des questions que nous allons poser à la prochaine session, quoi. Très bien. Ça, c'est une excellente proposition. Merci. Donc, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là et essayer de demain, Inch'Allah, je vais essayer de terminer plus tôt parce que j'ai cours chaque fois jusqu'à 18h, le temps d'arriver pour commencer le cours en ligne. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous demande de bien prendre soin de vous et on se retrouve demain à 18h, Inch'Allah. Merci beaucoup, madame. Pareillement. Je vous en demain. prie. Merci, madame. Bonne Merci. soirée. Merci, à vous aussi. Maintenant, dans la journée, je vais aussi essayer de régler le problème parce que je ne sais pas pourquoi. Moi, je vois que j'ai déposé le document. Pourquoi vous ne le voyez pas? Je vais essayer de le régler. Maintenant, si cela ne se passe pas aussi, j'enverrai au numéro, je pense que c'est le numéro de Ali, je lui enverrai les documents par WhatsApp jusqu'à ce que je résolve mon problème. D'accord, madame. Nickel. Voilà. Ruben. Madame? Ça va? Oui, ça va, madame, et vous? Ça va, je vais bien, ça fait longtemps. Ah ouais? Oui. Non, en fait, vous confondez de Ruben. Hein. Moi, je suis Ruben de la GEL. Ah, d'accord, d'accord. Donc, je pensais que c'était le Ruben de Il n'y a la pas de souci. Après, moi multimédia. aussi, je suis bien aussi, c'est pas grave. Hein? C'est pas grave, madame, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, donc à demain. Merci pour votre attention. Refait. Oh, Ruben. Il y a longtemps, hein? Est-ce que quelqu'un peut mettre un numéro? Est-ce qu'on peut prendre les informations, s'il vous plaît? Pardon? Est-ce que quelqu'un peut mettre un numéro WhatsApp, là où on pourrait prendre les données? Mehdi, est-ce que tu peux laisser ton numéro de téléphone par commentaire, s'il vous plaît? Magat, tu es dans quelle classe? Pardon? Tu es dans quelle classe? L3 GDA. En GDA. Ah, GDA, n'est-ce pas? Tu es dans le groupe de Liège. Non. Tu n'es pas dans le groupe de Liège. Fatou, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va également. J'ai envoyé mon numéro. Faut m'envoyer un message. Je vais te transférer ça. Parce que j'ai déjà mis ça dans le groupe de la classe. Est-ce que vous pouvez renvoyer votre numéro, s'il vous plaît? Il y a Fatou qui a mis son numéro sur le chat. Déjà pas. Hein. Elle a mis son numéro en fait. Attends, je vois. Aboué. Nice.
À vous de ne pas titiller la réunion parce qu'on doit parler. Toi, tu es ouvert. Ouais, je viens de terminer mon cours comme ça. Je suis là maintenant. Toi, tu es ouvert. DM yo il me qui pas mémoire ani tout l'an kumba du côté ça donc nickel.